Grand dossier, toujours pour parler de cette question Russie, OTAN, est-ce l'engrenage? Nous sommes avec Elisabeth Shepard-Selem, que je resalue, Gallagher Fenwick, toujours avec Xavier de Giacomoni, avec le général Chauvency, en direct toujours avec nous, et je le remercie, Xavier Titelman. Merci beaucoup, Xavier Titelman. Et donc, Paul Pelletier, merci d'être venu aujourd'hui sur notre plateau. Président, je le rappelle, de Persay Systems, vous fabriquez, vous, des drones pour l'armée française. Votre start-up, elle travaille avec le commandement du combat du futur. Pour nos téléspectateurs, c'est comme une cellule, une partie de l'armée qui travaille sur les armes de demain. Et donc, vous travaillez, vous, sur les armes de demain, et vous n'êtes pas venu les mains vides. Vous n'êtes pas venu avec un drone, puisqu'il y a des questions de sécurité, défense, de secret, mais vous êtes venu avec d'autres composantes. Alors, j'aperçois une forme de missile. Racontez-nous ce qui compose votre plateau. Tout d'abord, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Nous, on est une entreprise qui s'occupe de répondre à un besoin un peu criant de nos armées françaises, qui sont capables aujourd'hui de produire des systèmes d'armes extrêmement complexes. Ça va du missile nucléaire en passant par l'avion de chasse. Mais comme il a été dit, on a aujourd'hui un problème majeur qui est qu'on rentre dans une ère où l'hybridité des systèmes d'armes peuvent permettre de créer des drones à 500 € pour démolir un char à 15 millions. Et on peut également créer une arme extrêmement chère, au million d'euros, qui va, à l'inverse, détruire une arme qui en vaut 20 000. C'est souvent le cas dans lequel on se trouve en ce moment. On a donc pris le contre-pied et on a regardé quel était le moyen de fabrique qui permet de fabriquer de manière extrêmement low cost. Et aujourd'hui, l'impression 3D répond à ce besoin des armées, d'abord pour s'entraîner, et ensuite, un jour, sans doute pour se battre. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que vous avez dans la main, par exemple? Vous voyez ici un châssis de drone imprimé en 3D qui coûte à peu près 14 centimes. Donc on est sur un vecteur, donc on est sur la coque de la voiture si vous le préférez. Il manque dessus 9 composants ou une dizaine si on veut monter sur les drones intercepteurs dont on parlera ensuite. Mais là on est sur la base de ce qu'est aujourd'hui un drone et de ce qui peut tomber sur n'importe quel champ de bataille. D'accord, et je vois d'autres composantes rouges juste en dessous, tout ça. Exactement, ce sont donc des drones qui sont imprimés en masse aujourd'hui grâce à une micro-usine mobile et autonome en énergie que nous avons fournie à l'armée, qui lui permet d'imprimer 560 drones directement sur le front. L'objectif est de réduire la boucle entre le soldat et la production, et entre la réalité opérationnelle et les vecteurs prêts à taper où il le faut. Audrey, Xavier a le droit de les prendre et de les manipuler. Évidemment, ils sont aujourd'hui en dotation au sein de l'armée de terre, et c'est une chose qui est connue. Ils sont utilisés pour de l'entraînement et ils ont une capacité... En fait, c'est très simple. Ce sont des châssis de drones qui ressemblent aux drones qu'on utilise pour jouer, en fait, pour faire la course ou des choses comme ça. C'est exactement ça. Aujourd'hui, le conseil de notre entreprise est qu'il y a dans le monde civil une avancée technologique qui est plus importante que dans le monde militaire. Non pas par un manque de volonté, nous avons les cerveaux et les capacités pour, c'est juste que la législation ne nous permet pas d'accélérer aussi vite. Est-ce que nous avons voulu faire? Pardonnez-moi. Non, pardonnez-moi, mais parce qu'on a la curiosité aussi. Voilà. Qu'est-ce que vous avez là entre la main? Un système cinétique un peu plus important, c'est une bombe guidée au télémètre laser, et nous avons donc pris un télémètre laser de golf pour un système qui permet de faire des systèmes extrêmement low cost et qui répondent à un largage précis sur une cible. Aujourd'hui, pourquoi l'impression 3D? Parce que c'est très économique et que pour s'entraîner, on les détruit. Et donc, avant de monter sur des systèmes plus développés, il faut pouvoir avoir de la masse. Alors, je peux vous poser une question qui va peut-être vous mettre en difficulté, vous m'en excuserez, mais est-ce que, par exemple, ce que vous produisez mardi aurait pu, dans le ciel polonais, intercepter les drones ennemis, les drones russes qui sont intervenus dans le ciel? Alors oui, il aurait fallu aujourd'hui utiliser un drone intercepteur. C'est un drone qui a donc des composants basiques de drone. Vous avez des moteurs, une carte et classique. Mais il lui faut également une vision machine et une carte à l'intelligence artificielle qui lui permet de loquer, de la verrouiller, merci, abus de langage, et qui permettrait de pouvoir les abattre directement. Il y a deux objectifs, soit on peut l'utiliser avec un canon, comme l'a expliqué M. Titelman, et il a tout à fait raison pour les grands drones, et en effet c'est une défense aérienne mobile. Et là-dessus, ça vous permet d'avoir des choses qui... On peut les percuter, j'imagine. Exactement. Et il reste encore deux objets là, non identifiés en tout cas. Alors donc les deux objets, vous avez la première qui est une grenade russe. Donc c'est une Vogue 17 qui est utilisée au sein du lance-grenade AGS-13. Pourquoi je vous la montre? Parce que c'est ce que aujourd'hui on trouve du côté russe et du côté ukrainien, puisque les deux partagent les mêmes attraits pour cette munition, qui était soviétique à la base. Et là, à côté, vous avez la grenade française, qui est l'APAV-40, qui est une vieille munition française, qui revient à la mode, mais qui n'est désormais plus produite. Et donc, à partir du savoir-faire que nous avons, nous sommes, et la DGA le fait, et le ministère des Armées, grâce à des initiatives tout à fait pertinentes, relance des munitions pour pouvoir équiper nos drones, et donc avoir une autonomie de production
et d'utilisation. Alors, l'un des grands enjeux de ces dernières heures, c'est de se dire, je l'ai pas mal martelé depuis le début de l'émission, qu'il nous a fallu des millions d'euros dans des missiles pour frapper des drones qui parfois coûtent 20 000. Ce qui nous interroge sur notre capacité à une inadéquation finalement de notre armée, de nos moyens. Vous, avec vos drones, il y en aurait pour combien? Je vous pose la question de manière assez simpliste. Vous avez tout à fait raison, les prix sont connus. De toute façon, pour un drone simple, vous en avez pour 609 €. C'est un drone libre pour l'instant qui vous permet de vous entraîner avec. Mais l'idée est de se dire une chose, c'est qu'au-delà du simple drone, aujourd'hui, la guerre cinétique est d'abord une guerre économique. Ouais. Si vous lancez un missile à 1 million d'euros pour abattre un drone à 20 000, vous avez perdu. À la fin de la journée, vous faites une équation, c'est extrêmement simple, votre argent est perdu. Donc l'ennemi a gagné, puisque votre force de régénération économique et plan B. On est toujours en direct avec Xavier Titelman. Xavier Titelman, comment vous regardez tout cela? Est-ce qu'une partie de la solution, pour nous, elle se trouve là? Est-ce que l'OTAN doit se réveiller et se dire, OK, c'est pas des millions dans des missiles qu'on doit investir, c'est des millions dans ce type de drone pour être prêt pour aujourd'hui et pour demain? Oui, 1000 fois oui, et merci d'avoir une solution qui est nationale et qui va, j'espère, être opérationnelle rapidement. Là, on est en train de se poser la question, est-ce que les Ukrainiens font les choses correctement? Ben oui, tous les jours, ils interceptent 90% de ces drones que nous, on n'a pas été capable d'intercepter avec des avions de chasse, 3 AWACS, etc. Donc évidemment, si on peut, en attendant, moi je pense que dès demain, il faut acheter aux Ukrainiens ce qui est déjà développé avec l'intelligence artificielle qui marche autonome à entre 600 et 800 € avec l'intelligence artificielle embarquée. Et puis une fois qu'on saura le faire au niveau national, évidemment, c'est ces systèmes-là qu'il faut acheter de manière massive. Donc là, on est sur une première étape. C'est des systèmes qui sont ceux qu'on voyait en Ukraine à la fin de l'année 2022, mais très clairement, il faut qu'on rattrape notre retard sur les Ukrainiens. Pourquoi pas avec des partenariats? Pourquoi pas travailler avec eux sur l'intelligence artificielle, justement parce qu'ils savent déjà acquérir une cible volante. C'est pas la même chose que de taper sur un char qui va être au sol. Donc moi, je suis très content de voir des solutions nationales qui arrivent. On en est au début, au balbutiement très clairement, mais dans quelques temps, j'espère qu'on sera vraiment au même niveau que les Ukrainiens. Je vais enfoncer un peu le clou, mais regardez ce comparatif entre le coût d'un missile, parmi ceux qui ont été tirés notamment mardi dernier, et le coût d'un drone. Donc 1,5 million par exemple pour le missile Amram et le drone kamikaze Gerbera, qui aurait pu donc intervenir dans le ciel, c'est 20 000 $. Le monde parle d'inadéquation flagrante de notre défense otanienne. Vous êtes d'accord avec ça, Général? Oui, c'est facile de le dire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on dit il y a quoi faucon, il aurait fallu que. Le problème, c'est que nous rentrons dans une période de guerre haute intensité qui, notamment, appelle l'utilisation d'armes en masse, d'où les drones, et non pas des armes de type échantillonnaire, comme on l'a eu jusqu'à présent. Personne n'a pu imaginer qu'on utilisait tellement de moyens sur le champ de bataille. C'était une impasse complète, non pas parce qu'on avait fait une erreur stratégique, mais on peut dire que la guerre n'est plus possible. Dès lors qu'on vend que la guerre n'est plus possible et que pendant 30 ans, on désorganise tout l'outil de défense, quel que soit le pays, et à un moment donné, face à quelqu'un qui emploie la guerre avec tous les moyens, on se trouve démuni, il faut y répondre. C'est un peu le lot de toutes les guerres. On découvre parfois qu'on a été faible. Maintenant, la question, les délais sont là. Il s'agit pour nous de rattraper ce retard, ce qu'a dit Titelman d'ailleurs, rattraper ce retard, mais il ne faut pas non plus jeter la pierre à ceux qui étaient là avant nous. Ils ont pensé dans un contexte, le contexte a changé, il faut s'adapter. Alors, vous l'aurez remarqué, on a écrit en bas de l'écran, l'Ukraine peut-elle être un modèle pour l'OTAN? Parce que question drone, il y a un pays qui a pris de l'avance, c'est l'Ukraine, au regard de son expérience malheureuse ces dernières années. Xavier Titelman, d'ailleurs, on va regarder avec vous des images que vous avez transmises à LCI qui nous montrent comment justement les Ukrainiens maîtrisent mieux que nous. Vous pouvez nous expliquer ces images? Au milieu de l'écran, on voit un Gerbera qui est exactement le drone qui est utilisé par les Russes et qui a pénétré donc la Pologne. Et nous, on se trouve là dans un drone kamikaze, un FPV exactement comme ceux qui ont été présentés sur le plateau. Et on cherche à rentrer en collision avec ce drone. Pour vous donner un ordre d'idée, là, on voit un deuxième drone qui arrive et qui tente de rentrer en collision. Là, il va exploser. Et donc, c'est un échec pour ce premier essai. Il y a un deuxième drone qui va arriver, ce sera un deuxième échec. Et nous, on est dans le troisième drone qui va rentrer en collision avec lui. C'est-à-dire qu'avec des drones qui vont coûter entre 500 et 550 €, on arrive à détruire ces équipements. Là, il faut 3 tentatives, parce que c'est quand même pas facile. C'est du pilotage manuel dans le système qu'on voit ici. La génération suivante, c'est quand il y a de l'intelligence artificielle qui est directement embarquée à bord de du drone dans lequel on se trouve. Et là, c'est autonome, ça va tout seul à l'impact. Et en réalité, dans l'écosystème, pour les drones qui volent très haut comme celui-là, ils ont été largués par un drone porteur. En fait, on a des porte-avions dans la marine. Et ben, il y a des porte-drones qui vont voler. Donc, c'est des drones beaucoup plus gros qui vont monter comme ça jusqu'à 3000 mètres d'altitude parce que les petits drones
tout petits, en réalité, ils ont des difficultés à monter si haut. Donc, il faut imaginer, ça, c'est un équipement au total pour taper ce drone, pour le détruire. Ça a coûté 2 000 € avec 3 drones. Et ce, avec une intelligence artificielle, le taux de réussite est entre 60 et 70%. Et c'est des drones qui vont coûter à peu près 900 €. Alors, vous le voyez, les Ukrainiens maîtrisent parfaitement tout cela. Par ailleurs, on a appris que les Polonais allaient envoyer des hommes en Ukraine pour se former eux-mêmes sur ce type de gestion. Je ne sais pas si c'est par provocation ou pas, mais on entendait sur cette antenne, notamment hier soir, certains qui disaient, mais en fait, l'Europe doit demander à l'Ukraine des garanties de sécurité. L'Ukraine est beaucoup mieux armée, positionnée stratégiquement, etc., pour nous dire à nous, Européens, comment nous protéger. Déjà, l'Ukraine est l'armée aujourd'hui probablement le plus aguerri d'Europe, parce qu'ils sont non seulement toujours en guerre, mais ça fait depuis 2022 qu'ils s'adaptent. Et cette question de drone, c'est aussi cette capacité d'adaptation que nos armées, peut-être aussi pour des raisons à la fois politiques et financières, n'ont pas ce type d'adaptation parce qu'on n'était pas forcé. Le général disait, le contexte a changé, mais notre contexte a changé, mais on n'est pas en guerre. Quand on est en guerre, on est obligé de changer avec une rapidité, d'innover. Moi, ce que je dirais sur les drones, effectivement, Ukraine a beaucoup à nous apporter, à nous apprendre. On doit, et on le voit par exemple, la coalition de drones qui implique notamment des pays baltes, ils envoient des drones qui fabriquent, par exemple, en Ukraine. Ils travaillent avec des Ukrainiennes sur l'innovation, sur la capacité. Et c'est quelque chose qu'on doit faire aussi, parce que c'est que comme ça, en apprenant des Ukrainiennes et avec les Ukrainiens, qu'on va pouvoir évoluer. Alors on continue dans cette émission à se poser toutes les questions. On a beaucoup dit depuis 48 heures maintenant que, en gros, notre défense n'était pas à la hauteur. On va aller un peu plus loin ensemble, Général Chovancy, devant l'écran. Donc, à quoi elle ressemble, notre défense? Posons tout. Pour mieux peut-être la critiquer pour certains, comprenons comment nous sommes protégés par l'OTAN aujourd'hui. L'OTAN, de toute façon, c'est un système qui a pour vocation à défendre l'ensemble du territoire des États membres. Donc tout l'OTAN est concerné, tous ces États sont concernés, on défend le territoire et en l'occurrence l'espace aérien. Et donc pour cela, il faut des systèmes de détection, des systèmes d'identification et puis des systèmes d'interception. C'est ce qui a été mis en place, notamment avec le système Aegis américain qui contribue à cette défense collective, mais aussi d'autres systèmes qui ont été mis en place au niveau des États. Et bien sûr, ce besoin d'une coordination générale qui a été d'ailleurs demandé plus ou moins par les Allemands, même pas plus ou moins en octobre 2022, si je ne me trompe pas, qui a été de dire on va faire une grande réunion de tous les États concernés, sauf la France et l'Italie, pour essayer de défendre ensemble l'espace aérien de l'OTAN. Quel est l'arsenal dont nous disposons pour nous protéger ? Alors, vous avez quand même une échelle dans cet arsenal. Vous avez du très court portée à très longue portée. Très courte portée, c'est ce qu'on va voir. Voilà. Mistral, Manpad, c'est à peu près la même chose. Oui. C'est ce qui est porté par un individu ou sur un véhicule et qui va tirer jusqu'à 8 km. C'est la défense des troupes au sol, défense des troupes au contact. Donc, c'est purement militaire pour protéger les soldats sur le terrain. Merci, Général. Mais tout cela est insuffisant aujourd'hui pour nous protéger. Xavier, Gallagher, tout ça est insuffisant pour nous protéger ? Il y a une multitude de drones et à chaque fois, il faut imaginer l'arme qui va pouvoir nous protéger de ces drones-là. Et donc, ça va de systèmes très très simples jusqu'à des systèmes extrêmement perfectionnés. En Ukraine, on a vu assez souvent des paysans ukrainiens abattre notamment des chaettes, par exemple, avec de simples fusils de chasse. Pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, un fusil de chasse, c'est une cartouche avec des plombs. Ça arrose très 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 large et il suffit que quelques plombs, si le drone n'est pas très loin, touchent le drone pour que l'appareil s'écrase si on l'a vu. Le problème, c'est dans cette histoire-là, c'est d'abattre le drone, bien sûr, mais aussi de pouvoir le détecter. En Ukraine, on a vu aussi, le gouvernement a mis en place une application où n'importe quel citoyen ukrainien peut signaler que des drones sont en approche du territoire, ont survolé telle ou telle ville, indiqué leur position, leur cap, par exemple. Et ça fait un maillage extrêmement efficace qui permet à l'Ukraine d'avoir des taux d'interception de drones dont nos militaires rêvent, puisqu'on est sur, ça dépend des fois, mais de 90 à 100% parfois. Gallagher. Non, et le bout de la chaîne que décrit très bien Xavier à l'instant, ce sont des types sur des camionnettes avec des canons montés à l'arrière. Avec des vieilles DCA, ouais. Voilà, exactement. Et qui vont créer une espèce d'effet boule de feu avec leurs canons côte à côte afin d'essayer de barrer la route des drones. Autre chose
Et comme Xavier, je salue l'initiative Persée, et les Ukrainiens ont très bien compris cela, c'est la très forte implication à la fois du tissu social, mais des initiatives privées qui viennent du secteur privé. Donc des gens qui parfois appartenaient à un secteur soit directement lié à l'aéronautique, soit qui avaient une formation informatique ou autre. Passionnés de drones. Exactement, Tout et qui ont simplement, des mis jeunes. ce service. Vous vous souvenez la colonne qui arrivait en direction de Biélorussie? Vous avez un collectif, Aerozovitska, ils se sont parlé sur Facebook. Et effectivement, avec des dronistes, ils sont allés survoler la colonne et ils ont participé à l'élimination. Du coup, vous m'inspirez une question bonus. Vous êtes en contact avec les Ukrainiens pour travailler sur les drones Oui, il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre, mais je vous remercie de la question. Évidemment, l'Ukraine est un bac à sable extrêmement intéressant. Le terme est malheureux, mais c'est la réalité du terrain. Beaucoup d'armes sont testées là-bas. Il y a également d'autres endroits dans le monde avec des conflits où c'est testé, évidemment. Évidemment, si aujourd'hui vous travaillez avec du drone, il est compliqué d'y passer à côté, puisque... Pour répondre à la question, ça me paraît être un modèle assez intéressant. En revanche, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la France est une puissance nucléaire. Et donc, elle a un regard tout à fait différent sur ces petits systèmes d'armes. Elle peut être un modèle, dans le modèle de la guerre, petite guerre menée où on gagne territoire par territoire. En revanche, la Constitution et la culture française fait que les modèles d'innovation ne sont pas tout à fait les mêmes. Et nous avons également la chance d'avoir des cerveaux absolument brillants qui continuent et qui œuvrent pour toute l'industrie de défense. Et des organisations et des initiatives, et je pense que c'est ça qui sera le modèle français pour l'avenir et qui sera un modèle européen, j'en suis sûr, et international à coup sûr pour les Français. Vous êtes parfaitement sorti de ma question inconfortable. Bien joué. Alors, on se demande quelles sont les autres solutions que nous avons sur la table. On parle notamment, quand je lis Le Monde ou d'autres journaux ce matin, de la solution Sky Fortress, qui est inspirée de l'Ukraine. Regardez, de quoi on parle très concrètement. On parle d'antennes. Voilà, ça ressemble à des radars. Il s'agit de milliers de ces capteurs acoustiques, pour dire le nom précis, qui sont déployés actuellement là en Ukraine, dans l'ouest du pays. Et ils sont capables, ces capteurs, ces formes d'antennes, de détecter le bruit émis par les drones. Je rapporte ça aussi à la question du coût. Ça ne coûte pas très cher. C'est ce que nous devrions faire? Alors, je vais vous rassurer tout de suite. Nous avons déjà la solution, et elle est française. Et elle provient des cerveaux les mieux faits, et elle est déjà en fonction de demande dans l'armée. Nous faisons mieux que disposer des antennes. Nous sommes capables aujourd'hui d'écouter le ciel avec des téléphones portables. Donc nous sommes capables de créer un maillage sur le territoire national avec des téléphones portables et des antennes qui vont capter le signal. Et avec une intelligence artificielle, on est capable de démoduler le bruit et caractériser lequel il est. Donc on peut, à partir de ça, diriger une contre-batterie et donc offrir un système. C'est un modèle qu'il faut faire, mais pour une fois, la France l'a déjà. Je me permets de lever le doigt parce qu'à l'instant, on me fait savoir que Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, annonce que l'OTAN va renforcer la défense de son flanc Est. Donc, ça tombe parfaitement là dans notre émission. Est-ce que ça peut passer par ce type de solution? Quand Mark Rutte dit qu'il va renforcer le flanc Est de l'Alliance, ça passe par quoi concrètement? Ça passe, je regardais aussi parce qu'il y a eu des annonces des pays baltes aussi, de différentes, comme ce qu'on a fait dans des pays, dans le mer Baltique, différentes, alors certainement des capteurs, ça serait une chose, mais là aussi, effectivement, le plus grosse artillerie, c'est-à-dire des avions et autres, qui sont déjà sur place, souvent, pour protéger le flanc Est, cette fois-ci, et pas simplement la mer Baltique. Oui, je faisais des signes à Xavier, c'était pour lui dire Xavier, prépare-toi, on va aller devant l'écran ensemble. Voilà, parce que je voyais. Pas non, j'essaie de prévenir Xavier. Il faut qu'on y aille, Xavier. Je suis désolée, c'est votre moment en plus, donc je voudrais pas. Mais on parle beaucoup aussi ces dernières heures de murs de drones. Alors, en quoi ça consiste? Expliquez-nous. Alors, par exemple, est-ce que ça consiste en cela? Est-ce qu'on peut le faire sur l'ensemble de la frontière? Alors ça, c'est une volonté de la Commission européenne et notamment de sa présidente Ursula von der Leyen, c'est elle qui vient d'en parler, construire un mur de drones qui pourrait protéger tout le flanc Est de l'Europe et de l'OTAN. Alors on a mis mur de drones de la Baltique parce que pour le moment, ce serait assez adapté pour l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et puis on l'a vu évidemment pour la Pologne. Il s'agirait de disposer tout le long de cette ligne
qui pourrait pour certains être un peu une ligne Maginot ou alors un mur de l'Atlantique d'une multitude de drones, intercepteurs de drones. Exactement les images qu'on a vues avec Xavier Titelman, disposer en masse des drones qui permettraient d'intercepter les drones en provenance de Biélorussie, voire de Russie, puisqu'il y a des engins très très longue portée. Alors ensuite, la ligne pourrait aller jusqu'à l'Ukraine pour protéger, là on est dans un autre monde, mais le ciel ukrainien, si jamais nos dirigeants en prenaient la décision dans le cadre d'un espace aérien fermé pour les Russes au-dessus de l'Ukraine. Ce mur de drones ou de détection de drones, Xavier, est-ce qu'il pourrait aussi s'envisager pour la protection des sites sensibles? Donc usines, bases militaires, voilà. C'est en fait beaucoup plus pertinent. Si vous avez une usine sensible, une usine qui fabrique du matériel militaire, une usine où on fait de la recherche, si vous avez un aérodrome, là vous pouvez disposer de façon assez simple d'escouades de drones intercepteurs, tueurs de drones, qui peut permettre de parer à certaines menaces sur certains drones. Mais notamment, ça ne fonctionnera évidemment pas pour les missiles. C'est pour ça que la présence de 3 Rafales en Pologne, envoyés par la France, est aussi une réponse extrêmement importante. Alors, merci beaucoup Xavier, sauf erreur de ma part, ce que je comprends, c'est qu'on prépositionne de nombreux drones, et s'ils détectent quelque chose, ils montent, c'est ça? Ils forment une de manière totalement automatique, en fait. L'intérêt, c'est que le système soit une détection qui soit automatique, comme on en a parlé avec Sky Fortress, que maîtrisent très très bien les Ukrainiens, et qu'ensuite les décollages et les interceptions soient automatiques. Ce que nous disait Xavier Titelman tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le grand public, vous avez des drones qui sont capables de suivre une cible et de ne jamais la lâcher. Donc cette technologie-là, elle est assez simple à adapter sur des drones militaires. Général. Oui, alors d'abord, je ferai une remarque, c'est comme la présidente de la Commission européenne, dont c'est pas le boulot, qui nous dit ce qu'il faut faire. Je m'attendais à cette remarque tout de suite. Il faut le rappeler à chaque fois, ce n'est pas tellement son travail. Bon, ceci est un autre sujet. Voilà, ça s'est rayé sur le carnet de notes, hop, ça c'est fait. C'est tout à fait vrai. Est-ce qu'on n'est pas en train de construire une nouvelle ligne Maginot ? Parce qu'on est beaucoup focalisé sur les drones, mais les drones, c'est pas eux qui vont faire gagner la guerre. Ils vont répondre à un besoin à un moment donné. Le reste de la guerre se fera avec beaucoup d'autres éléments. Et quand à l'instant vous évoquiez effectivement le renforcement du flanc Est, ça ne veut pas dire renforcer avec des drones. Ça veut dire vraisemblablement force aérienne, force terrestre, peut-être un poste de commandement avec une force multinationale qui sera déployée otanienne, avec toutes les structures de commandement qu'on mettra en place. C'est tout à fait différent. Donc il ne faut pas non plus qu'on se focalise uniquement sur les drones. D'abord parce qu'effectivement, on croit que c'est la réponse à tout. Ce n'est pas la réponse à tout. Cela contribue à la réponse. Et on a bien vu le résultat tactique tel que c'était obtenu. Aussi, résultat psychologique. Puisque finalement, ça touche tout le monde. Tout le monde a peur du drone. Parce que finalement, c'est incontrôlable. Et ce qui nous a été présenté tout à l'heure par Percé, finalement, c'est qu'en fait, beaucoup peuvent fabriquer ce drone au niveau militaire et bientôt ils nous menacer. Donc, on a quand même une prise en compte en dire qu'aujourd'hui, le drone dans la guerre est une arme qu'il faut se réapproprier ou s'approprier, trouver les bonnes réponses. Et quand effectivement vous parlez des antennes, j'espère qu'on n'aura pas le même coup qu'avec le compteur Linky en disant que ça faisait des ondes mauvaises, ou le téléphone portable qu'il fallait pas mettre des antennes partout. Je l'avais pas vu venir. C'est agressif. Voilà. Donc, je pense qu'avec un peu de chance, effectivement, on pourra mettre des outils de protection, mais ils ne répondront pas à toutes les situations. Et de toute façon, d'ici 5 ans, vous verrez, on aura trouvé les contre-mesures. Donc, il va falloir surtout évoluer et que intellectuellement, on soit agile pour justement toujours essayer de devancer l'innovation. Paul Pelletier. En effet, pour reprendre les 2 points du général, je vous remercie pour ces points. D'abord, la guerre électromagnétique avance tous les jours, donc elle peut paralyser tous les drones que vous construirez. Il y a aussi une chose, c'est qu'on parle énormément de défense, mais c'est pas de la défense qu'il faut. Il faut être capable de produire autant de drones qui font autant de dégâts que les Russes de notre côté, tout simplement. La meilleure défense, c'est la dissuasion. C'est-à-dire que si vous êtes capable de faire les mêmes destructions, et c'est compliqué et c'est un peu brutal à entendre dans un pays qui n'est pas en guerre, mais il faut qu'on le pense ainsi. C'est une guerre, donc dans une guerre, on ne se défend pas, c'est prima l'attaquant. Et c'est pour ça que les Russes ont l'avantage psychologique dans le cas concret de l'Ukraine, puisqu'ils envoient tous les soirs des nuées de drones. Et si les Ukrainiens pouvaient faire la même chose, ils le feraient. Et aujourd'hui, c'est bien de penser à un mur de défense, mais il faut également penser à un mur d'attaque, avec une profondeur stratégique. C'est-à-dire que peu importe l'ennemi que vous avez, il faut pouvoir le taper en tout point, à tout moment. Alors, donc sur ce point, on en est où du côté de l'OTAN? Est-ce que sur ce deuxième point de l'attaque, on a beaucoup parlé de la défense ou de la surveillance? Non, il ne faut pas oublier que l'OTAN, c'est une alliance, il y a une charte, c'est une alliance défensive. Donc faire rentrer dans l'ADN de l'OTAN l'idée d'une attaque, c'est pas évident. C'est assez compliqué. C'est ce qu'il faut faire. Mais c'est la guerre qui l'impose.
Oui, alors ce qu'il faut faire rentrer, c'est là que le cheminement est un peu compliqué, c'est l'idée que l'attaque répond à un impératif défensif. C'est pour ça que le terme qui a été utilisé, c'est le terme de dissuasion, c'est-à-dire se doter de moyens d'attaque pour faire peur à l'adversaire et en fait, comme le disait le général Burkhardt, gagner la guerre avant la guerre. C'est-à-dire que l'adversaire, dans l'équation qui est la sienne, se dise « est-ce que ça en vaut vraiment la peine ?» Et pour l'instant, on voit que pour Vladimir Poutine, il se dit « bah oui, ça en vaut la peine ». Elisabeth ? Alors, plusieurs choses. La première, c'est que cette notion aussi de dissuasion plus conventionnelle, on n'est pas sur la dissuasion nucléaire, c'est aussi difficile. Enfin, on parle de l'OTAN, mais on va être très honnête, on a beaucoup de diversité au sein de l'OTAN. Et pour certains pays, dire il faut peut-être passer à un mode plus agressif, comme les pays baltes, comme la Pologne, même comme la France, c'est plus facile. Pour d'autres pays, ça va être beaucoup plus difficile à les faire croire qu'il faut penser à un plan d'attaque. Et c'est aussi là le problème. Alors, je vous remercie beaucoup, Paul Pelletier, d'avoir été avec nous. Vous êtes, je le rappelle, cofondateur de la start-up Persée Systems qui fabrique des drones. Notamment, vous travaillez avec l'armée française pour les armes de demain, les armes du futur. Merci d'avoir été notre invité. Merci Xavier Titelman qui a dû filer. Je le remercie. Nous, on reste ensemble. On reste ensemble dans un instant. Et si le tournant actuel résidait aussi dans ces toutes dernières déclarations, d'un côté la Russie qui annonce, ça s'est passé là quelques minutes maintenant que les négociations de paix avec Kiev sont en pause. Elle a besoin de temps, alors que Trump dit que lui, il n'en a plus beaucoup du temps pour la Russie. On en parle dans un instant.